sortir une arme. Nom de Dieu, il va sortir une arme. Elle aussi, elle est dans le coup, alors. Ils vont me tuer. Mais laissez-le tranquille! 2 à gauche, c'est D, 3, c'est A, 5 à gauche, c'est ça. N, danger, elle me dit danger. Sauve-toi. Bonsoir. Quand l'autre devient un danger et que tout ce qui vous entoure représente une menace, voilà un exemple de sentiment que peuvent expérimenter les personnes atteintes par des troubles psychiques. Vivre avec une maladie psychiatrique, c'est un combat au quotidien contre soi-même, mais aussi contre les préjugés et les stéréotypes que la société projette sur ceux qu'on appelle communément les fous. Ce soir, vous allez voir qu'au-delà des clichés, ces individus font preuve d'une grande lucidité et d'une belle sensibilité quand il s'agit de raconter comment ils composent au quotidien avec leurs différences. C'est le cas notamment de notre premier témoin, Nathan, cinéaste roman et également atteint de schizophrénie. Bienvenue dans La tête d'un fou. La première crise que j'ai eue, je n'étais plus vraiment moi, j'étais moi dans mon enveloppe corporelle en fait. Mon cerveau avait explosé. Il avait décidé des règles en fait. Il décidait de dire « Tu es sur écoute, ta famille va mourir, tu dois te marier avec Kate. » Puis le petit clignotant rouge dans la salle de bain de ton père de la radio, c'est une bombe. L'ombre là, dans les arbres ici, là-bas derrière, l'ombre un peu ronde comme ça, c'est un sniper. Et je restais pendant 4 heures sur une chaise en attendant qu'on me déplace, sinon j'allais me faire tuer. J'étais embarqué dans un cauchemar réveillé. J'étais mort, j'étais vivant. J'ai cru que ma famille était découpée dans un camion. Je croyais que ma sœur se faisait violer dans une salle. Sauf que c'est dans ma tête, mais ça change rien à la force émotionnelle et aux problèmes post-traumatiques que ça peut causer, que ce soit réel ou pas. Parfois présenté comme le cinéaste de la folie, Nathan Hofstetter a fait de son expérience de la psychose la matière première de ses films. Avec Radioactif, il a d'ailleurs remporté le Léopard d'or du meilleur court-métrage suisse à Locarno en 2013. Moi, je suis fou parce que j'ai dépassé les cadres sociétaux, c'est tout. J'ai une étiquette, ça veut pas dire que je le suis, là je suis très bien, je suis normal. Hein. C'est ça peut-être être dans la tête d'un fou, c'est juste pas être dans la tête... c'est autant dans la tête de quelqu'un de normal, c'est juste que dans la tête d'un fou, c'est quelqu'un qui a des rêves tellement hauts qu'il ne les perdra jamais de vue, quoi. Un premier épisode psychotique surprend Nathan Hofstetter au beau milieu de ses études de cinéma. J'ai fait ce qu'on appelle une décompensation psychotique, c'est un burn-out avec psychose, sur un tournage, sur 14 jours de tournage que j'avais enchaîné, et je n'avais pas dormi. À ma deuxième crise, j'ai fait 1 année en unité de réhabilitation thérapeutique, donc qui fait partie de l'hôpital de Nantes. Et j'ai dormi, en fait, pendant 1 année. Dans le sens où je dormais 17 heures de moyenne par jour, et j'ai pris 35 kilos avec le risperidon. Une molécule assez vieille, pas très efficace. Je prenais 3 heures à regarder le plafond, 11 heures où je dormais à moitié-moitié, et 3 heures où je regardais le plafond. Je vivais la nuit. J'ai eu de la dépression chronique pure et dure. Je me lavais pas, je prenais du poids, je ne parlais pas. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment même, je l'ai dit en 1 année. Et pourtant, je me suis toujours, mais alors toujours, accroché à la vie. Dans le passé, on parlait de névrose et de psychose. La névrose, c'était toutes les maladies psychiatriques qui étaient en rapport, enfin, qui étaient proches de la normalité, disons proches de tout le monde, et qu'on pouvait comprendre facilement parce que chacun vit des moments de tristesse ou d'anxiété. Et puis la psychose, c'était l'idée que c'est des choses un petit peu plus loin de l'expérience habituelle, avec des éléments où la réalité perçue par la personne qui a une psychose n'est pas la même que la réalité perçue par l'ensemble des personnes. En particulier, voilà. Alors les hallucinations, c'est justement
des perceptions sans objet. La plupart du temps, c'est entendre des voix alors que personne n'est là, qui nous parle, qui a vraiment une présence très, très réelle qui vient de l'extérieur. Et puis des délires qui sont des convictions qui ne sont pas partagées par les autres, qui ne font pas partie d'un cadre culturel connu. Pour montrer la psychose de l'intérieur, Nathan s'est parfois filmé en pleine crise, comme ici, dans Loulou. Donc ça va, tranquille. J'ai hâte de sortir quand même, et de commencer à monter le film. Aucune de mes crises, j'arrive même plus à les compter vraiment, j'ai dû en avoir 4 ou 5 de crises psychotiques, chacune différente, soit maniaque, soit dépressive, soit un peu bipolaire. Mais, c'était quoi la question déjà? Est-ce qu'on les sent venir? Bah non, voilà, c'est ça, non. On s'en rend pas compte, évidemment. La réalité est distordue dans notre cerveau, donc elle reste réelle, mais elle est juste changée dans notre tête. La majorité du temps, grâce à la médication, en fait, je suis normal tout le temps. C'est juste que quand mon cerveau, à un moment donné, a envie de sécréter beaucoup de dopamine, ou d'un autre liquide du cerveau, ben ça filtre, en fait. Ça fait que c'est moins puissant. Et je le vois monter. Donc, j'ai 2-3 crises dans mes crises psychotiques que j'ai senti monter et que j'ai laissé délivrer en milieu fermé, donc chez moi. J'apprends. Mais parce que j'ai l'expérience de la maladie, on va dire, ça fait 9 ans maintenant que j'ai une étiquette de schizophrénie, je veux dire. Je suis complètement, en ce moment, parano. Ouais. Là, je suis bloqué. Je sens enfin la pression de tous ces regards. Je prends même des risques en filmant. Pas trop quand même, n'est-ce pas? Ça peut être une expérience terriblement angoissante, de perdre son esprit, de sentir qu'une force extérieure a le contrôle total sur soi, sur son comportement. À l'extérieur de cet esprit qui vit cette expérience, il y a l'entourage qui a aussi peur de cette perte de contrôle. Dans ma deuxième crise, je disais, dès la première phrase, je suis schizophrène. Parce que j'avais l'impression que cette étiquette, on me l'avait vraiment collée, quoi. On m'a vraiment collé une étiquette, avec ce mot horrible. Alors que après, je me suis bel et bien rendu compte que c'était tout sauf une pathologie. Si je devais refaire ma vie, je la referais telle qu'elle. Sans rien changer. Sans rien changer. Avec toutes les crises. Parce que ça m'a donné un pouvoir, une hypersensibilité, une ouverture aux gens que j'aurais jamais eu autrement. Vous l'aviez pas avant? Bien sûr, je l'avais en moi, mais tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Juste que chez certains, ça se déclenche de manière très forte. Ça explose. Et on se retrouve ici, dans un cadre comme celui-là, après Fergé. Ça peut se manifester à tout âge, mais le 80% des personnes qui souffrent de psychose, ça commence entre 18 et 25 ans. Le cerveau de l'enfant, c'est un cerveau incroyablement plastique, incroyablement souple, où il y a des milliards de possibilités de connexions neuronales, etc. Et puis, au début de l'âge adulte, il y a toute une partie de ces connexions neuronales qui disparaissent pour que le cerveau soit un peu moins souple, mais un peu plus efficace. Ben voilà, il suffit qu'il y ait quelques petits problèmes de mise en place. Alors, par exemple, des stress ou la consommation de substances au début de l'adolescence, comme le cannabis, par exemple, on sait que ça peut modifier très légèrement cette configuration et aboutir à
une psychose, par exemple. Donc il n'y a pas une lésion au sens où il manquerait, par exemple, une partie du cerveau, ou bien où il y a quelque chose de visible au scanner, ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment au niveau microscopique des connexions neuronales. Une sorte de disconnectivité, c'est-à-dire que les connexions se font, mais il y a des petites anomalies qui font que ça pose problème. Ouais, va plus lentement. Plus lentement. Une expérience effrayante, la psychose, mais qui a aussi son versant lumineux et inspirant pour les films que Nathan tourne. Quand c'est beau, par exemple, à un moment donné, je croyais que je devais contrôler la météo, le temps. Elle m'appelle Nathan, ça tombe bien. Et je croyais vraiment, pendant qu'il pleuvait, que je pouvais faire qu'il fasse beau. Et évidemment, une éclaircie est apparue. Une petite. Et puis en fait, elle était tombée au bon endroit. Donc, et j'ai eu une vague de chaleur. Et ce moment-là, c'est le moment où j'ai été le plus heureux de toute ma vie. J'ai jamais senti une sensation de légèreté, de chaleur, même pas toute puissance, mais d'apaisement en fait. De me dire que le soleil, oui, a dit oui de venir. Mais après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'étais tout seul à penser ça. Maintenant, imaginez 8 milliards d'individus sur la planète qui s'arrêtent de bouger, hein, qui sont réceptifs, qui se posent un coup, et qui veulent qu'il fasse beau. Vous croyez vraiment que c'est pas possible? Je sais pas. Moi non plus. Mais j'y pense très fort. Aude Fauvel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine à l'université de Lausanne. Vous êtes historienne et l'un de vos domaines de prédilection, c'est l'histoire de la psychiatrie. Alors, on a intitulé cette émission « Dans la tête d'un fou ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ce mot « fou », il est dénigrant? Alors de prime abord, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu provocateur parce que c'est du langage complètement profane. Et pendant très longtemps, on a cherché à remplacer ce mot par d'autres mots. Aliéné, malade mental, pour certaines pathologies, schizophrénie. Mais en réalité, le stigmate, il s'est attaché à chacune de ces appellations. Et puis dans le mot fou, il n'y a pas juste de la maladie. Le mot fou, finalement, il est très polysémique. On a parlé du fou de Dieu, du fou du roi. Et dans le fond, sur cette longue histoire du mot fou, qui va bien au-delà finalement que seulement le médical, en fin de compte, cette pluralité, c'est ce qui fait que les personnes qui sont concernées aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles préfèrent s'appeler, le Mad Pride, un peu pour retourner justement le stigma, mais aussi pour montrer toute la pluralité que ce que c'est de porter un diagnostic ou une image de fou aujourd'hui dans la société. Mais quels sont justement les stéréotypes qui sont véhiculés dans la société par rapport à la folie, au fou? Alors dans notre société occidentale, c'est pas pareil dans toutes les sociétés. Je dirais que les imaginaires sociaux, depuis très longtemps d'ailleurs, ils se divisent un petit peu en deux. Il y a un imaginaire un peu positif, qui est un peu le fou génial, le fou héroïque, le fou qui est connecté comme ça à des voix que les autres ne peuvent pas entendre. Jeanne d'Arc, inspirée par Dieu, Van Gogh et tous les artistes nécessairement un petit peu particuliers, parce qu'il y a eu beaucoup cette idée que le génie, c'était nécessairement de la folie, donc le fou, voilà, comme ça, très positif. Et l'inverse, en fait, presque le revers de la médaille, la vision beaucoup plus noire du fou dangereux, le fou asocial, l'énergumène, le fou furieux. On voit ça dans toute une tripotée de films. Les spectateurs ont peut-être vu Split récemment de Shyamalan. Mais dans les deux cas, on est un peu sur l'image du super-héros ou du super-vilain. Mais c'est finalement des personnes qui seraient radicalement différentes de nous et moi. Ça ne correspond pas à la réalité. Voilà, qui seraient complètement hors normes, qui seraient finalement d'une autre humanité que la nôtre. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un continuum. Pour donner un exemple, en fait, pratiquement tous les adultes, un jour, ont entendu une voix. Par exemple, quand vous allez voir votre conjoint ou votre conjointe et que vous dites « tu m'as appelé ?» et puis il dit « non, pas du tout », ben, vous avez fait une expérience un peu particulière d'entendre une voix. La différence, c'est que vous n'entendez pas cette voix en permanence, qu'elle ne vous envahit pas. Mais en réalité, toute personne peut un jour basculer. Et il y dit d'ailleurs qu'une personne sur deux de nous, au cours de sa vie, aura vraiment une perturbation psychique à un moment. D'ailleurs, quand on pense à un trouble psychique, c'est un peu compliqué. Si le diagnostic tombe, schizophrénie, bipolarité, le ciel vous tombe un peu sur la tête. Notre premier portrait, Nathan, lui, voit pas les choses tout à fait comme ça. Évidemment, c'est compliqué, mais pour lui, sa schizophrénie, c'est aussi une force.
Tout à fait, c'est vrai que de prime abord, ces mots schizophrénie qui sont extrêmement connotés aussi, qui font peur, on les pense en négatif, en déficit. On pense « oh mon Dieu, c'est quelque chose qui m'arrive, c'est une parenthèse dans ma vie, c'est une maladie, donc c'est quelque chose dont je dois guérir, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger ». Or, certaines personnes, pour certains troubles, donc là, les troubles qu'on appelle plutôt positifs, où vous avez des voix, des hallucinations, plutôt que les troubles en négatif, tels que la dépression, certaines expériences, les personnes disent « mais non, moi je me suis sentie Dieu, je me suis sentie Stendhal, je me suis sentie géniale et j'ai pas eu l'impression, alors bien sûr, on voit que Nathan se sent envahi aussi, c'est douloureux, mais c'était aussi une force et il n'est pas le seul à présenter les choses comme ça. » Nous avons tous connu une fois ou l'autre des moments de grand stress, de confusion qui nous poussent parfois à une perte de sens. Ces moments sont en fait liés à un mécanisme bien précis de notre cerveau que les spécialistes appellent l'assaillance. En temps normal, notre cerveau a du mal à porter attention à tous les éléments extérieurs qui proviennent à lui. Il opère alors une sélection parmi tous ces stimuli et ne garde que ceux qui lui semblent prioritaires pour bien fonctionner. Pour les personnes qui vivent des états psychotiques, ce tri du cerveau est altéré. Toutes les informations leur semblent extrêmement importantes, vitales même, sans réussir pour autant à leur donner du sens. Nous avons mis en place une expérience qui reproduit artificiellement ce sentiment. Notre expérience réunit 6 volontaires dont nous allons perturber artificiellement le seuil de saillance. Autrement dit, nous allons les obliger à inventer du sens là où il n'y en a pas forcément. Pour y parvenir, nous utilisons un dispositif tout simple, une bande-son où se mêlent bribes de conversation, sons et bruits divers apparemment totalement incohérents. Pourtant, nous prétendons à nos volontaires qu'un message s'y cache. Leurs réactions sont observées discrètement par le psychiatre. Alors, mettez-vous par ici. Si vous êtes là, eh bien, c'est parce que je vais vous demander d'entrer l'un après l'autre dans cette pièce. Il va y avoir une ambiance sonore. Je vais vous demander de bien l'écouter et de déterminer le message qui vous est tout spécialement dédié. De laisser un quart ou je ne sais pas, un cinquième de la population valide compétente. C'était mission impossible de donner du sens à cette cacophonie. Stressés, nos volontaires réagissent plus ou moins intensément à l'inconfort de la situation. Ouais, c'était un peu le bordel. C'était difficile à déceler ce qui était un son significatif et pas, quoi. C'était un peu du bruit des fois. Beaucoup de bruit, du cacafouillage partout, horrible. On montrait l'effet d'une forme d'inondation perceptive, c'est-à-dire qu'il y a des stimuli qui sont difficilement identifiables, où il y a des paroles, il y a des sons, il y a des choses qu'on peut reconnaître, mais d'autres pas. Ça donne pas un sens vraiment cohérent. Tout homme qui a le courage de vendre son âme par amour a le pouvoir de changer le monde. Chaque simulation m'ouvre une réflexion. Donc c'est ça, j'essaie de comprendre, et comme ça passe très vite, on n'a pas le temps de tout analyser. Au bout d'un moment, c'est trop, le cerveau n'arrive plus à suivre en fait, et on se sent un peu comme écrasé par toutes ces informations. Donc après, exactement le message qui m'est envoyé à moi. La seule chose, peut-être, c'était « Bonjour madame ». Mais comme il y a d'autres femmes, je ne sais pas si c'était pour moi spécialement, on a l'impression d'être enfermé par tous ces bruits en fait. En l'occurrence, j'ai essayé de comprendre certaines choses. Et puis du moment que j'ai pas compris, ça me stresse parce que consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de savoir ce qui se dit ou ce qui se passe. Je me suis sentie un peu prise en otage par quelque chose. J'aimerais savoir pourquoi on m'agresse pareillement, quelle est la raison. Enfin, le message, c'est on brouille ton esprit pour ensuite te mettre ce qu'on veut dans ta tête. C'est un peu ça. Alors c'est peut-être un peu parano, mais...
Ce qu'ont vécu les personnes dans cette expérience qu'on a faite, c'est ce que vivent les personnes avec une psychose, c'est-à-dire justement cette espèce d'inondation constante de stimuli qui ont du sens. On a tous envie de trouver une explication à ce qui se passe, puis on sait bien que si on a cette explication, on va être soulagé. Alors ce qui change peut-être pour la psychose, c'est que justement, les personnes sont persuadées qu'il y a quelque chose de très très important comme message. Là, on a dit aux personnes, il y a quelque chose d'important, un message. Mais bon, ils peuvent prendre ça avec beaucoup de distance. Mais imaginez qu'une personne se dise, il y a un message dans ce bruit, et ma survie va dépendre de ma compréhension de ce message, va déterminer si je vais survivre ou pas. C'était une expérience et ça fait comme tout comme si la sensation d'être vraiment en dehors de soi, d'être plus dans un corps, mais d'être partout. Et ça fait tourner la tête, ça fait comme si on voyait une sorte de vérité qui n'était pas perçue avant. Et c'est perturbant, mais on sent que on est tellement là, c'est tellement juste qu'il se vit qu'on ne remet même pas en question. On n'est même pas en train de se dire « Attends, là, je suis en train de halluciner. Il faut que je téléphone aux urgences. » La crise mystique de Mizoué Bachelard a duré 5 ans, pendant lesquels elle se sent investie d'une mission divine. Elle écrit et publie un livre, L'Évangile de Mizoué, mais perd aussi son emploi. Je me souviens de cette Mizoué. Ça m'importait pas du tout de gagner de l'argent, avoir à manger, avoir des amis, même être maman, je m'en foutais complètement. Et il n'y avait plus du tout d'intérêt à rien du tout, sauf la révélation de je sais pas quoi. Partout la nuque. J'avais l'impression d'avoir un espèce de fil là qui me passait dans le nez. Oh, mais je le sentais là. Ça faisait un truc dans le nez. Puis, oui, c'était bizarre parce qu'il y a vraiment ensuite des sensations aussi. Je me sentais devenir marionnette, puis je disais, ah, ça y est, ça commence, il vient. Le il, on sait pas ce que c'est, si c'est la maladie, si c'est autre chose, on sait rien, mais me faisait faire des choses étranges. Il me faisait dire des choses très bizarres. Voilà. Mais c'était pas moi. Je dis, c'était pas moi. Les médecins disent « Ah, vous avez fait une hallucination, vous vous preniez pour Jésus, tout ça. » Et alors, moi je l'étais, hein. Je peux dire que je l'étais, purée, je sais ce que ça veut dire de souffrir pour quelque chose que personne ne comprend. Même si c'était pas vrai, même si c'était une hallucination, que c'était un délire. Et je suis un humain, j'ai ressenti ce que pouvait ressentir un espèce d'envoyé de Dieu. Dans certaines formes de psychose, si par exemple vous avez un délire mystique, que vous êtes en contact direct avec Dieu, bah, c'est une expérience fantastique. Dieu vous parle, il vous a choisi. Alors ça peut être pénible et douloureux, mais en même temps c'est incroyablement exaltant et c'est une découverte incroyable. Donc ça peut devenir aussi très difficile de redevenir un être humain comme un autre, en plus d'avoir une étiquette de maladie, en plus de devoir prendre des médicaments pour faire disparaître tout ça. Cette mission divine écrasante isole de plus en plus Mizoué. Son mal-être la pousse à tenter de se suicider. Même à l'hôpital, j'étais consciente que j'étais toujours dans cette identité d'envoyer Dieu, même après avoir essayé de me tuer, hein. Puis quand je me souviens, j'étais comme ça, un peu en délire, les personnels infirmiers demandaient « Vous êtes qui ?»
Vous êtes Madame Bachelard. Vous avez une fille. Puis dans ma tête, je disais, oui, bon, bah, tu me parles de ma fausse identité, quoi. Je la connais, la fausse identité. Puis voilà, puis finalement, j'ai joué le jeu. Hein. Dans un hôpital, si vous voulez sortir, il faut jouer le jeu du normal. Ils n'ont rien remarqué. Il y avait Jésus qui est sorti de l'hôpital psychiatrique, mais il faisait croire qu'il était misoué. C'est très très difficile d'entendre qu'on est malade. C'est très difficile parce qu'entendre qu'on est malade, c'est une forme d'explication, mais qui ne correspond pas du tout à l'expérience profonde. Même si les autres ne pensent pas pareil, on a profondément le sentiment qu'on a découvert quelque chose qui pour nous est très important, complètement vital, et que même si les autres ne le partagent pas, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Il y a un moment donné où j'ai regretté qu'il était parti, c'est quand j'étais dans une grave dépression, où là, il n'y avait plus personne, hein, ni Misoué, ni Jésus, ni rien. Voilà, c'était la dépression, et j'avais uniquement comme accrochage le discours des psychiatres qui disaient « Vous avez vécu un délire mystique ». Je ne ressentais plus le côté divin. Je le ressentais plus du tout et la spiritualité pour moi était morte. J'étais morte. Puis tout d'un coup, quand j'ai commencé à aller mieux, il y avait de nouveau cette espèce de connexion avec le tout qui était de nouveau là. J'ai compris que je ne devais pas renier l'expérience de folie que j'ai eue et ne pas complètement m'attacher au discours médical, parce que là, ça ne me convient pas. Mais la négociation a été OK. Il y a cette part-là qui est là. Je l'accepte, mais il ne faut pas qu'elle me fasse perdre le contrôle de la réalité. Nouvelle profession dans la recherche en psychiatrie, nouveaux compagnons, nouvelle maison. 4 ans plus tard, Misoué Bachelard a réussi à reconstruire sa vie, comme un happy end après une rude épreuve. C'est trop. Non, ça. Bah, je suis contente d'être en vie, quoi. C'est une expérience limite, vraiment. Et il faut pas trop la rechercher, parce que bon, d'accord, peut-être je devais passer par là. Je regrette rien, mais mon Dieu, quel sacrifice, et puis quel. Je me suis battue justement parce que c'est comme un cercle vicieux où finalement on est enfermé. La société fait qu'on nous perçoit comme des malades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai vécu un épisode psychotique qui est de 2011 à 2016. Et ça veut dire que je suis une étiquette figée jusqu'à la fin de ma vie où j'aurai besoin de tout ce système de contrôle social pour que j'assume cette étiquette de marginal, d'anormal, je sais pas. Non, à un moment, stop, quoi. J'en ai assez. Je veux sortir de ça. Dire, mais je suis pas plus fou que d'autres. Aude Fauvel, Misoué Bachelard nous dit que la société la considère comme une personne malade. Dans le monde médical, psychiatrique, comment est-ce qu'on envisage les troubles psychiques ? Alors, c'est une très vaste question parce qu'il existe des psys, si je puis dire, de tout poil. Il en existe des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. Et au sein de ces différentes professions, il y a différentes chapelles théoriques. Certains qui pensent que c'est plutôt d'origine psychologique, d'autres qui penchent plutôt sur un versant organique, certains qui combinent. Mais sans entrer finalement dans le détail de toutes ces théories, il y a un point commun à toutes ces chapelles, c'est de dire que c'est un défaut, un déficit, qu'il faut aider les personnes à revenir dans la norme, qu'il faut finalement les guérir. C'est le slogan de la médecine, vous promettre de vous guérir.
Or, ce que dit Misué, c'est qu'elle n'arrive pas à concevoir que cet épisode dans sa vie, c'est seulement une maladie. C'est juste, elle dit qu'elle ne veut pas gommer cette partie d'elle, en fait. Tout à fait. Pour elle, c'est pas juste un trouble, une parenthèse, une maladie, quelque chose qu'il fallait seulement corriger ou guérir. Ça fait partie de l'expérience de sa vie. Elle ne peut pas juste gommer ça. Elle a vécu quelque chose d'intense qu'elle veut intégrer dans le continuum de sa vie. Et elle n'est pas la seule à dire cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu passé d'une vision de la guérison absolue à une vision plutôt du rétablissement ou du vivre avec, où les personnes peuvent intégrer ce qu'elles ont vécu dans leur subjectivité, dans leur expérience de vie. Pour les personnes atteintes de troubles psychiques, le plus lourd à porter n'est peut-être pas la maladie en soi, mais bel et bien l'exclusion sociale qui l'accompagne. Même si l'on n'enferme plus les fous dans les asiles, on continue plus subtilement de les maintenir en marge de la société. Pour comprendre sur quelle base se construit cette discrimination, avec l'aide du psychiatre Charles Bonsac, nous avons imaginé une expérience qui montre les signes extérieurs de la folie, du moins à en croire l'imaginaire collectif. Pour ce faire, nous avons demandé à des volontaires d'identifier des malades psychiques dans un groupe de personnes. Alors, entrez seulement. Il y a 3 chaises, prenez place. La maladie psychique est invisible, mais inconsciemment, nous avons tous tendance à stigmatiser nos semblables. Ce que vous devez savoir, c'est que dans cette salle d'attente, il y aura 2 personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui nécessitent des soins. Ce que je vais vous demander, c'est de déterminer qui sont ces 2 personnes parmi les autres. D'accord ? Ok, c'est parti. Qui est fou ? Pour notre expérience, nous avons réuni 2 groupes de 3 volontaires qui vont devoir aiguiser leur sens de l'observation. Je suis très observatrice, toujours en train de regarder, d'imaginer une histoire sur un personnage que je croise, ou des fois je m'assieds aussi en ville. J'aime beaucoup observer les gens, les signes que je peux percevoir dans le regard, dans le corps. Dans une pièce voisine, nous avons installé 6 complices dont les volontaires observent incognito le comportement pendant 10 minutes. Quels critères utiliseront-ils pour identifier les 2 malades psychiques dans le groupe ? Et désigneront-ils les bonnes personnes ? Et vous, de votre côté, saurez-vous le faire ? Votre choix est fait ? Alors entre nous, voici qui sont les complices de la salle d'attente. 3 d'entre eux sont étudiants. Francesca, Anne et Salomon. 2 personnes ont effectivement un diagnostic de trouble psychique. Jules. Je vais être papa dans 4 mois et je souffre de schizophrénie. Et Claire-Lise. Je suis maman de 6 enfants, grand-maman de 6 enfants. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps d'un trouble bipolaire et je suis père praticienne en santé mentale. Enfin, vous aurez probablement reconnu Charles, le 6e complice. Je suis professeur de psychiatrie au CHUV. Nos volontaires, eux, ignorent évidemment ces informations. Ils observent les moindres détails qui pourraient les aider à se déterminer. Je la sentais un petit peu mal dans son corps au niveau de ses mouvements. Puis regardait à droite et à gauche, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'introverti, de très timide. Plus tard, elle prend le journal, elle le feuillette assez nerveusement. Et son regard, son corps, il y avait vraiment des signaux de stress. Elle a jeté ses cheveux en arrière. Je trouvais ça bizarre. Lesquels de nos complices sont les plus crédibles dans le rôle du fou ? Vainqueur incontesté, Charles. Il a été cité à 3 reprises. Il avait une attitude un peu bizarre, un comportement étrange. Il avait aussi l'air, la plupart du temps, d'avoir un peu un regard dans le vide et de ne pas savoir s'occuper, en fait. Peut-être parce qu'elle avait l'air d'être assez sérieux, donc aussi assez pensif. Salomon obtient 2 voix. Les mains sur ses genoux,
qui regardait à droite et à gauche. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'introverti, de très timide, qui osait à peine regarder, qui prenait son journal mais qui lisait pas vraiment. Mais c'est son regard, enfin c'est difficile à expliquer. Son regard, son corps, il y avait vraiment des signaux de stress et de l'inconfort en fait, d'être là. Claire Lise est également citée 2 fois. Elle avait l'air vraiment stressée tout le long, alors c'est peut-être dû à son travail ou je sais pas. Elle avait l'air d'être préoccupée. Et pour moi, dans une salle d'attente, quand on est préoccupé, ça veut dire qu'on attend soit une réponse, soit on sait qu'il y a quelque chose qui va être dit, qui va peut-être pas forcément nous plaire. Une seule personne a identifié le trouble de Jules. Mais là, pour le coup, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument, je sais pas trop. Une autre personne a cité Francesca. Elle cherchait souvent l'occupation pour... Elle n'était pas sereine en fait, elle n'était pas... Voilà, c'est ce que j'ai perçu. Et en fin de classement, Anne n'a jamais été citée. Au final, dans plus de 2/3 des cas, nos volontaires se sont trompés de fou. Si je vous dis que le monsieur en chemise bleue, sa profession est psychiatre... Ah, j'y crois pas. Ah ouais, non, c'est drôle. Moi, je vais aller le voir alors. Je vais aller le consulter tout de suite. À noter toutefois qu'un des volontaires a estimé ne pas pouvoir répondre. Moi, j'ai pas vu quoi que ce soit qui me permettrait de dire ah ben oui, c'est absolument cette personne-là qui souffre d'un trouble psychologique. On aime bien fonctionner par catégorisation. Hein, ça fait partie du raisonnement humain. Des fois, on a des idées reçues qui sont pas adéquates. On a vu les personnes ce matin qui ont pris conscience de qu'est-ce que ça pouvait être de stigmatiser, puis ils ont vu l'aspect très abstrait des critères choisis. C'est bien de se tromper aussi en fait. On apprend des choses. Donc oui, ouais, moins de jugement et me dire que c'est mes ressentis. Après, c'est pas forcément la vérité. Je sais qu'on est influençable, donc j'essaye de faire plus attention, mais ça me fait une bonne piqûre de rappel. Le problème de la stigmatisation, c'est quand ça devient une catégorisation qui va conduire à la discrimination. Ces critères conduisent à donner des traitements différents aux personnes ou de se comporter différemment sur la base d'un jugement un peu arbitraire. Aude Fauvel, alors on voit que même si on fait attention à ne pas avoir de jugement, il est facile d'avoir des stéréotypes, des clichés sur les personnes qui vivent avec un trouble psychique. La stigmatisation est forte. Vous, si vous aviez un trouble psychique qu'on ne verrait pas parce que stabilisé, est-ce que vous en parleriez à votre employeur, par exemple ? Même si on peut être quand même relativement rassuré par l'expérience que vous avez menée, où les gens sont relativement quand même bienveillants, ma réponse sera claire, non. Pourquoi ? D'abord parce que c'est du registre du personnel, on n'a pas d'injonction à tout dire à son employeur de ce qui nous arrive. Et 2, parce qu'il faut être un petit peu réaliste, les chiffres malheureusement sont là. Si c'est su dans votre milieu professionnel que vous avez un jour eu un trouble psychique, vous avez 2 à 3 fois plus de risques de vous retrouver en situation de chômage. Il arrive d'ailleurs que les personnes elles-mêmes qui sont touchées par un trouble psychique fassent de l'autostigmatisation, qui ne se sentent pas capables de vivre une vie normale, entre guillemets. Tout à fait. Là, c'est vrai qu'il y a aussi un rôle des médias en partie, puisqu'on sait que les sujets qui sont sur les troubles psychiques sont très souvent stigmatisants et les personnes ont tendance à s'auto-assimiler à leur maladie ou à leur trouble en disant voilà, je suis malade, je suis donc faible, je suis schizo, donc je suis dangereux. Or, déjà, vous n'êtes pas votre trouble et ensuite, vous n'êtes pas responsable et vous n'avez pas à vous laisser envahir par les images et les stigmatisations qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il faut agir individuellement ? Je pense que non, parce qu'on ne peut pas aller tout seul batailler contre la société. On peut essayer, mais quand on est soi-même vulnérable, il vaut mieux agir en solidaire, ensemble, en collectif, on est plus fort, et s'investir plutôt dans les associations où, justement, ces dernières années, on a vu beaucoup de collectifs de personnes concernées prendre l'importance, prendre de l'influence et être capable de faire évoluer les choses. D'ailleurs, vous me disiez qu'il existe plusieurs associations en Suisse sensibles aux questions liées aux troubles psychiques. À Genève, la Fondation Trajet favorise depuis 40 ans l'intégration sociale et professionnelle des personnes vivant avec un trouble psychique. Regardez.
C'était la première Mad Pride de Suisse en 2019 à Genève. Parmi les organisateurs de la manifestation, la Fondation Trajet. Se montrer fier d'être fou, c'est vite dit. Pour les personnes concernées, le pas n'est pas si facile à franchir. La Fondation Trajet favorise l'intégration professionnelle des personnes vivant avec des troubles psychiques. Elle propose des formations et des emplois dans les entreprises sociales qu'elle gère. Rien n'indique que les employés de ce café-restaurant qui se prépare au coup de feu de midi sont en réintégration. Quelques professionnels encadrent leur formation au métier de la restauration. Deux fondants chocolat. Et comme ailleurs, la priorité, c'est la satisfaction du client. On ira en table numéro 1, s'il vous plaît. Alors, Alexandre, je te laisse. Et les deux César sont ici. Parfait. Oui, en général, ça se passe bien. Bien sûr, 2-3 clients, des fois, qui ne sont pas faciles à gérer. Quand ça arrive, je préviens les chefs. Ouais. Rester tout le temps à la maison, on n'a pas de vie sociale, on est vraiment déconnecté de la réalité. Donc ça fait du bien d'avoir un travail. Très bon, toujours très bon. Le personnel est très bien, vraiment je ne peux pas, je suis comme à la maison. La Maison du Rondeau héberge une dizaine de personnes vivant avec un trouble psychique. Elle s'y installe quelques années, le temps de reprendre pied dans la vie. Particularité, son jardin s'ouvre largement sur la place de jeu des immeubles tout proches. Malgré cette ouverture, on avait très peu de liens. Il y a les enfants qui jouaient à côté, les résidents qui profitaient du jardin, mais aucun contact entre deux. C'est un petit peu ce qui a amené l'idée de se regrouper dans ce qu'on a appelé le collectif Cultivons nos voisins, avec l'objectif un petit peu de justement créer des moments de rencontre sur cet espace partagé. On a entre autres construit une énorme table de 4,30 m où vraiment l'objectif c'était de pouvoir se rencontrer. Apéro, projection de matchs de foot, jardinage en commun. Les occasions de rencontres sont nombreuses. Beaucoup d'habitants du quartier sont conquis, alors que les résidents de la maison doivent surmonter leurs craintes. C'était très difficile pour moi d'avoir un contact avec les voisins, même quand je suis arrivé à la Maison du Rondeau en 2015. Je ne disais pas tout de suite bonjour aux autres voisins. Attention, je suis là, juste vider de la terre dedans. Petit à petit, j'allais tout doucement, mais sûrement avec d'angoisse, mais j'ai quand même réussi à faire le pas, de faire en sorte d'aider vers les bacs, vers des herbages, tout ça. Et ça m'a aidé un peu à s'ouvrir et avoir plus de confiance en moi et d'aller de l'avant. Bravo, hein. Au début, j'étais pas spécialement, je regardais pas trop. Après, c'est vrai que par rapport au bac, typiquement, là, ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup la botanique et tout ce qui est les fleurs, tout ça. Je suis passionné. Du coup, si jamais j'ai les poireaux, si vous voulez les mettre après, vous pouvez les mettre un peu séparés. On a toujours peur de l'image qu'on renvoie, donc je me protège pas mal en ayant l'air d'être dans mes appuis, alors qu'en fait de base je suis assez sensible, assez dans le doute de tout. Thérapeutique pour les résidents, le collectif Cultivons nos voisins a aussi pour effet d'animer la vie du quartier. Ouais, je pense que ça a aidé à susciter une vie de quartier. Et puis après, c'est vrai que dans ces moments-là, on fait pas vraiment la différence entre quel voisin habite dans quel immeuble ou dans quelle maison. Donc c'est vrai que ça, c'est le bilan positif. Et puis après, c'est un incessant travail, entre guillemets, de garder le lien avec des résidents qui tournent beaucoup parce qu'ils sont là pour des temps définis. Et puis aussi des habitants de l'immeuble qui tournent aussi parce que la vie fait que beaucoup de choses changent. Donc ça reste quelque chose à maintenir en vie. Garder le contact avec les autres, éviter la marginalisation, voilà le défi que doit relever toute personne souffrant de troubles psychiques. Pour s'en sortir, certains tentent de transformer leur fragilité en force, de faire en sorte que leur stigmate devienne une compétence. C'est le cas de notre prochain témoin, Caroline. Elle a fait de sa maladie la matière première de son travail.
Je dirais que mon parcours, vraiment, mes premiers contacts avec la psychiatrie, c'était au tout début de mes études supérieures. Donc j'avais 18 ans. Et en fait, très vite, mon état s'est détérioré de manière assez... suffisamment grave pour que ça ait motivé une hospitalisation. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce cours. Aujourd'hui, Caroline Souter enseigne à l'école de soins infirmiers de la Source. Son cours présente le rôle du père praticien en santé mentale, une nouvelle profession qui intègre d'anciens patients psychiatriques dans les équipes de soins. Et en général, j'en vois certains jeter un regard incrédule à son voisin, mais attends, ça veut dire que la prof, c'est une folle. Et oui, en effet, vous avez affaire ce matin à une authentique malade mentale. Des diagnostics au cours de ma longue carrière en psychiatrie, j'en ai reçu pas moins de 7. Donc vous avez l'embarras du choix. Stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire, ça se voit plus trop maintenant, mais je vous assure qu'il y a un moment, c'était assez visible. Dépression sévère chronique, troubles d'anxiété généralisée, troubles de la personnalité borderline et last but not least, troubles bipolaires de type 2. La maladie, elle nous tombe dessus, on la reçoit. Et le rétablissement, c'est ce qu'on réussit à en faire. Alors, il ne faut pas devenir père aidant pour s'engager sur le rétablissement, c'est pas ça que je veux dire, mais clairement, moi, ça m'a permis de transformer de la boue en or, en fait. Et je vous propose de vous mettre en binôme de 2. Donc, un va jouer le médecin et l'autre, le patient. Pouvoir être utile, j'en ai besoin, peut-être trop besoin. Je pense que ça fait une vraie différence. Ouais. Ça donne un sens et puis ça me permet de me regarder différemment aussi. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'accepter en fait ce qui m'arrivait, puis de m'accepter moi. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les services où on a des pères praticiens, ça change beaucoup les rapports. Notamment, ça réduit beaucoup le recours à la contention, beaucoup le recours à la contrainte. Ça change même le langage des professionnels. Mais ce qui va aussi changer les rapports relationnels avec les patients. L'idée avec laquelle on arrive, c'est que c'est le médecin qui sait ce qui est bon. Le médecin a appris que c'est lui qui savait, et le patient a appris qu'il fallait s'en remettre à un médecin. Et c'est vrai qu'il faut désapprendre ça, et vraiment se rappeler toujours que la personne qui a les clés, finalement, c'est le patient. Pour Caroline Souter, le chemin qui mène à la profession de père praticien a été difficile, jalonné de rechutes sur une 20aine d'années de traitement. Là, c'est assez récent, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, où j'ai l'impression justement de commencer à vivre et pas à survivre. Mais quand on commence à vivre, à passer 35 ans, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a ratées ou qu'il faut rattraper ou qui ne sont pas tout simples. Voilà. Depuis que je travaille dans la père-aidance, je peux être à la fois une Caroline qui va bien et une Caroline qui souffre. Et c'est le fait qu'il y a ces deux-là, ensemble, qui donnent de la valeur à ce que je peux apporter, en fait. Et ça me permet d'aller mieux, de pouvoir avoir à la fois, des fragilités, des vulnérabilités, des difficultés sérieuses, mais aussi des ressources, des atouts et encore une fois, une utilité. On hésite à parler de guérison dans les maladies psychiques, mais l'espoir de trouver un équilibre de vie existe. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Se rétablir, ça veut dire vivre sa vie pleinement, même si on a un trouble psychiatrique. Et ça, je pense que ça devient un courant dominant, pas forcément acquis dans tous les pays ou par tous les psychiatres, mais c'est vraiment quelque chose qu'on estime très important. C'est-à-dire, oui, c'est important de faire disparaître des symptômes, mais c'est beaucoup plus important que
les personnes qui ont des problèmes psychiatriques se sentent intégrées dans la société, aient un rôle social, puissent exercer une activité professionnelle, puissent avoir des amis, etc. et ne souffrent pas des conséquences de leur maladie psychiatrique. Est-ce que vous vous considérez comme rétabli? Alors, moi pas, parce que pour moi c'est vraiment un processus et que c'est un processus qui n'aura jamais de fin. Donc pour moi, je me considérais à vie en rétablissement. Mais c'est sûr que ma vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Certains disent que ça a rendu leur vie plus belle, moi j'arrive pas à dire ça. Mais vivre avec, c'est possible. Aude Fauvel, il existe donc des associations qui sont là pour faire l'intermédiaire entre les personnes qui vivent un trouble psychique et la population. Les pères praticiens, les pères praticiennes sont toujours plus nombreux. Ça sert à quoi finalement tout ça ? Ça sert à beaucoup de choses. Et puis les pères praticiens, c'est même au-delà de l'association. Hein. Finalement, ils sont dans le système de soins. Tout ça, ça sert à faire exister au niveau de la société, à faire bouger le stigmate, à justement montrer autre chose de ce que vivent les personnes, donc à faire évoluer la cause, si je puis dire. Ça sert aussi à faire évoluer les professionnels de soins en leur montrant vraiment quelles sont les attentes, les besoins, le vécu, en fait, des patients, des usagers. Et puis surtout, ce qui est peut-être finalement le plus important, pour les patients eux-mêmes, ça leur sert à se rencontrer, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, à avoir des réseaux d'entraide, à échanger des expériences. Et au niveau subjectif, de se dire, bon ben voilà, moi ce que j'ai vécu, c'est aussi une expertise, c'est une expérience qui a peut-être du sens. Et comme le disait Caroline, de transformer de la boue en or, de transformer quelque chose qui a peut-être été très douloureux en quelque chose sur lequel positivement on peut parler, on peut fonder, on peut tisser du lien. Aude Fauvel, merci. Merci à vous. Voilà, Dans la tête d'os, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe qui a participé à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.